Eh bien, chers amis, très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission de ce livre The Most Dangerous Superstition. Merci d'être là. Merci à ceux qui sont déjà passés un petit peu plus tôt, à 21h. En fait, l'émission est à 21h30. Donc voilà, j'espère vous retrouver tout bientôt, César, Ondine et peut-être d'autres. En tout cas, nous avançons bien dans notre ouvrage puisque c'est notre 13e émission ce mercredi 16 août 2023. Voici le sommaire et sans plus tarder, nous allons poursuivre la lecture de ce livre ô combien passionnant. Comme vous le voyez, ce livre est divisé en 4 parties. Première partie, la superstition la plus dangereuse. Deuxième partie, les preuves de l'autorité. Troisième partie, les effets de la superstition qui se déclinent en partie 3, les effets du mythe sur les maîtres, les effets du mythe sur les exécutants, les effets du mythe sur les cibles, les effets du mythe sur les spectateurs et les effets du mythe sur les avocats. Je suppose qu'il s'agit là des défenseurs du gouvernement à vérifier. Et puis, dans cette partie 3E, vous voyez qu'elle est c'est certainement de loin la plus détaillée, puisqu'on a abordé le 9 août dans cette partie-là l'agression légalisée, les excuses pour l'agression, la charité par la violence, avocat de la brutalité, prestations obligatoires. Dans l'émission du 10 août, donc numéro 11, violence à des fins de protection, en cas de doute, défendre la violence, comment le mythe détruit la vertu, la lâcheté des libéraux, la lâcheté des conservateurs, la vraie tolérance. Et puis ensuite, dans l'émission d'hier, grand ou petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais. L'effet du mythe sur les défenseurs de la liberté, les règles du jeu. Donc, vous voyez seulement 3 thèmes pour hier, c'est vous dire à quel point ils étaient bien développés, ces 3 thèmes. Et puis, tout au moins les 2 premiers. Et puis aujourd'hui, nous en arrivons à l'émission numéro 13, ce mercredi 16 août, où nous allons évoquer légitimer l'oppression, la contradiction libertarienne, comme l'ancien patron, un mélange de sagesse et de folie, le mythe du contrat. Alors, effectivement, c'est un long développement pour bien montrer, mettre en évidence le titre du livre, la plus dangereuse des superstitions. Et vous allez voir qu'à partir de demain s'ouvre tout un tas de possibilités sous le titre « La vie sans superstition ». Merci pour tes salutations. Salut également à toi, à BDK, un croyant lambda. Bonsoir Pierre, bonsoir Léna, bien à vous, merci. Ça fait plaisir de te voir sur notre chat. N'hésite pas à intervenir tout au long de cette émission avec tes apports, tes réactions. Voilà, simplement, vous savez que la règle pour tout le monde ici, c'est la bienveillance. C'est ne pas affirmer des choses trop vite, sachant que c'est un bouquin de 200 pages, donc prenez le temps de bien rentrer dans les développements autant que faire se peut avant de jeter l'auteur à la poubelle si tel est votre choix. L'auteur, je vous le rappelle, c'est Larken Rose. Alors aujourd'hui, nous en sommes donc à légitimer l'oppression. Et donc, comme à chaque émission, je vous invite à suivre le protocole de la lecture à haute voix, tout particulièrement dans sa deuxième étape, c'est-à-dire pendant que je lis, de poster des mots, des expressions employées sur le chat, de façon à ce que ça nous aide à mieux retenir, à mieux intégrer les notions de ce livre, parce que chaque paragraphe, croyez-moi, on pourrait en fait y passer plusieurs minutes pour bien l'intégrer. Alors évidemment, notre but, c'est évidemment de vous donner des arguments si vous partagez tout ou partie des idées de l'auteur.
lire. Et puis, comme évidemment ce livre est plutôt, c'est peu de le dire, iconoclaste, c'est-à-dire sort de la norme habituelle, de nos manières de penser, j'ai envie de dire de nos endoctrinements, il vaudra mieux avoir bien digéré les différentes argumentations de l'auteur afin de pouvoir soutenir une conversation digne de ce nom avec vos amis qui ne vont pas manquer pour la plupart de tomber des nues lorsque vous allez leur partager tout ou partie de ce que nous lisons ensemble. Alors donc je vous invite, comme indiqué dans la deuxième étape, pendant la lecture que j'en fais, de poster les idées, les mots, les expressions employées. Après la fin de l'émission, de raconter ce que vous venez de lire à votre entourage et puis, une fois raconté, d'expliquer à cet entourage le passage lu comme si vous vouliez le discuter avec lui. Alors, je compte sur vous évidemment pour faire passer le message. Vous savez à quel point c'est important que chacun, eh bien, finalement, apporte ce qu'il peut apporter si on veut sortir de cette situation affligeante ne va pas être le mot, mais en tout cas d'injustice flagrante, d'imposture totale, et j'en passe et encore. Alors merci à BDK de participer, pas de souci Pierre, je ne suis pas du genre à critiquer sans connaître le fond des choses, alors je ne faisais pas de procès d'intention, hein, si telle elle a été ton interprétation, j'en suis désolé. Parler est un besoin d'écouter, parler est un besoin, écouter est un art, dit-on. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, en fait, je vous accorde volontiers plus de mérite à l'écoute que je peux en avoir à vous partager à haute voix ce livre, mais j'ai quand même l'espoir qu'il pourra peut-être concerner certains non-voyants qui seraient contents d'avoir ce livre en version audio. Ils auront quand même à supporter quelques-uns de mes commentaires, mais pour le reste, et je vous rappelle également que vous pouvez télécharger ce livre pour l'instant à hauteur, je vous laisse faire le calcul de fraction de 133 sur 200, ben, grosso modo, ça fait 2 fois 6, 12, 2 fois 6, 12, 66,5% du livre actuellement traduit en version française avec l'aide des traducteurs habituels, certes, mais c'est quand même beaucoup de copier collé. Alors donc, je vous reposte à toutes fins utiles si vous voulez vous offrir ce cadeau des 133 premières pages, sachant que chaque début de semaine, nous réactualisons la version que vous pouvez télécharger de façon à y intégrer les 33 dernières ou 30 dernières pages traduites. Vous voyez le lien qui vient d'apparaître sur le chat, c'est le lien avec lequel vous pouvez télécharger cet ouvrage dont je vous rappelle l'auteur pour que tout soit bien clair, Larken Rose, et le titre en anglais The Most Dangerous Superstition. Nous, on est sur une version française, et sans doute pas parfaite, parce que vous savez ce que c'est que les traducteurs, mais certains que je ne nommerai pas ici traducteurs font certainement un travail assez étonnant dans la traduction. En tout cas, même s'il y a une erreur de ci, de là, je trouve que le résultat global est très audible pour ma part, et vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. Donc, on en était à notre fameux sommaire pour ce soir, une fois cette introduction faite, légitimer l'oppression. Alors, vous êtes 18, 20, le compteur oscille un peu. Eh ben, n'hésitez pas à vous manifester comme l'ont déjà fait César, ABDK, Pascal, grand plaisir de te revoir, de nos fidèles auditrices, hein, on peut le dire comme ça. Ondine, merci, ça fait plaisir de vous revoir. Ondine et Laure qu'on a vu hier soir, je ne sais pas si on aura le bonheur de voir Laure. Merci Paula Guerra. Je me suis dépêché d'écouter vos précédentes émissions, nous dit-elle. Alors, je poste volontiers ton argument, ton post. En tout cas, je suis dépêché d'écouter vos précédentes émissions ainsi que celle sur la loi naturelle de Marc Passio afin de pouvoir vous écouter en direct. Alors, Marc Passio, puisque tu en parles, à tout seigneur, tout honneur. Donc, Marc Passio, c'est grâce à lui qu'on est ensemble ce soir, puisque dans cette série de conférences consacrées à la loi naturelle, qu'évidemment je ne peux que vous encourager à écouter, on y apprend plein de choses. Comment j'en suis venu pour ma part à m'intéresser à cette loi naturelle, c'est que pour avoir lu à haute voix l'intégralité du livre de Valérie Bugeaud, Les raisons cachées du désordre mondial, et avoir écouté de nombreuses vidéos de Valérie Bugeaud, que je vous encourage à découvrir si vous ne la connaissez pas encore,
eh bien, elle mentionne à plusieurs reprises ce mot de loi naturelle. Alors, je ne sais pas si c'est de là que tire son inspiration Valérie Bugeaud, mais quand je suis tombé sur cette série de conférences de Marc Passio, évidemment, mon esprit était en alerte et ça m'a donné envie de les écouter intégralement. Et quelle fut pas ma surprise que d'arriver à la conférence numéro 3, hein, vous les avez à l'écran. Alors, pour vous faciliter le travail d'accès à ces conférences, en fait, la grâce doit être rendue à Jeanne Traduction, hein, parce que sans elle, on n'aurait pas eu une version doublée en français. Mais j'en ai fait une playlist qui, elle, est hébergée sur la chaîne YouTube sur les pas de Pierre et Léna. Donc, en cherchant les playlists de notre chaîne, vous pourrez trouver les 5 émissions, ce qui, j'espère, vous facilitera l'accès. Et quand vous arriverez à l'émission numéro 3 de la loi naturelle, eh bien, vous verrez que Marc Passio recommande 2 livres. Le premier, c'est celui-ci, La fin du mal par Jérémy Locke. Alors, dans mes recherches, on le trouve facilement sur Internet pour environ 5 euros. Et puis, le deuxième livre, c'est The Most Dangerous Superstition. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver une version française. Eh bien, vous savez comment c'est, quand on ne trouve pas quelque chose, on se dit, bah, il n'y a plus qu'à s'y mettre et à espérer que ça pourra intéresser d'autres. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous sommes ensemble ce soir. Alors, désolé pour cette introduction un peu longue, mais enfin, ça me paraissait important de vous rappeler que quand vous allez écouter, ce que j'espère, la loi naturelle selon Marc Passio, vous n'allez pas manquer de faire de nombreux rapprochements avec nos lectures de ce livre, The Most Dangerous Superstition. Vous allez voir que l'inspiration, alors évidemment le mérite de ces conférences, c'est que il y a de nombreuses projections qui viennent les agrémenter. Alors ceci étant, elles sont en anglais. Et puis que Marc Passio, traduit par Jeanne Traduction, ben finalement a une pédagogie tout à fait efficace et passionnante. Donc évidemment, je vous encourage à compléter votre écoute de ce soir et des prochains soirs avec cette série de conférences. Cette présentation étant faite, voici donc notre sommaire de ce soir: légitimer l'oppression, la contradiction libertarienne. Je vous rappelle qu'on est toujours dans ce fameux paragraphe très fourni qui s'appelle les effets du mythe sur les avocats, la partie 3 du livre, qui précède, comme son nom l'indique, la partie 4, qui sera pour demain. Donc ce soir, nous traitons ensemble légitimer l'oppression, la contradiction libertarienne, comme l'ancien patron, un mélange de sagesse et de folie, le mythe du contrat. Et donc, on est bientôt en route, donc n'hésitez pas à poster les mots, les expressions employées, et je vous signale la plupart du temps les débuts et les fins de paragraphes, sachant que chaque thème, légitimer l'oppression par exemple, va comprendre 1, 2, 3, 4 paragraphes. Donc, à la fin de chaque paragraphe, nous manquons une petite pause respiratoire qui vous permet de réagir et surtout de poster les mots, les expressions employées de façon à rendre l'ensemble de la lecture plus digeste. Alors, légitimer l'oppression. Plus les gens s'efforcent de travailler au sein d'un système politique pour atteindre la liberté, plus ils renforcent dans leur propre esprit et dans celui de tous ceux qui les observent la légitimité du système. Le fait de demander aux hommes politiques de modifier leurs lois implique que ces lois sont importantes et qu'il faut leur obéir. Rien ne montre mieux le pouvoir de la croyance en l'autorité que le spectacle d'une centaine de millions de personnes suppliant quelques centaines de politiciens de réduire les impôts. Si les gens comprenaient vraiment que les fruits du travail d'un homme lui appartiennent, ils ne s'engageraient jamais dans une telle folie. Ils cesseraient simplement de céder leurs biens aux parasites politiques. Leur désir bien ancré d'avoir l'approbation de l'autorité crée chez eux un état d'esprit semblable à celui d'un esclave. Ils se sentent littéralement mal à l'aise de garder leur propre argent et de faire leur propre choix sans d'abord obtenir la permission du maître pour le faire. Même lorsque la liberté est à leur portée, les étatistes continuent de ramper aux pieds des mégalomanes, les suppliant de les libérer, s'assurant ainsi qu'ils ne seront jamais libres. Alors voilà, merci Pascal d'avoir repris un petit peu cette capacité que tu as de synthétiser au fur et à mesure. Alors, on a réemployé des expressions chères à l'auteur, comme l'expression maître et esclave. Les maîtres, c'est ainsi qu'ils désignent les membres de nos gouvernements, et puis les esclaves, malheureusement, c'est beaucoup d'entre nous.
Et donc, et puis il y a cette expression également employée par Étienne Chouard dans une émission qui, je l'espère, est devenue célèbre, hein, où il dit avec ses propres mots, grosso modo, ce qu'on trouve dans ce paragraphe, hein, que nous sommes dans une position, compte tenu de notre constitution, d'impuissance totale. Ceci étant, la lecture de cet ouvrage va encore plus loin, me semble-t-il, puisque là, l'auteur n'envisage même pas de modifier une quelconque constitution. On a également employé le mot qui revient le plus souvent dans le livre, c'est cette autorité qu'on accorde, bien à tort selon l'auteur, à nos gouvernements. On a également parlé de légitimité du système. Merci, tu l'avais trouvé toute seule et c'est bien comme ça. Ondine, donc je ne retape pas ces mots. On a parlé aussi de la phobie, bien sûr. On a parlé également de jamais libre avec un tel système. Alors, merci pour votre participation. C'est très apprécié et très appréciable. Alors, je vais vous laisser prendre le relais pour la suite parce que je ne vais pas vous retirer les mots de la bouche, ce serait bien dommage. Alors, paragraphe suivant, la vérité est qu'on ne peut pas croire en l'autorité, à nouveau ce mot, hein, ce serait amusant de compter combien de fois il a été utilisé dans cet ouvrage. Je ne sais pas si mon lecteur PDF pourrait m'aider à faire ça, mais des fois c'est tentant, tellement ça revient souvent. Donc la vérité est qu'on ne peut pas croire en l'autorité et être libre. Notez bien ça, la vérité est qu'on ne peut pas croire en l'autorité et être libre, parce qu'accepter le mythe du gouvernement, c'est accepter sa propre obligation d'obéir à un maître, ce qui signifie accepter son propre asservissement. Donc, vous voyez, quand on prend bien le temps d'écouter chaque mot, les mots sont très forts, très engagés. Malheureusement, beaucoup de gens croient que supplier le maître via l'action politique est tout ce qu'ils peuvent faire. Et combien d'entre nous n'ont pas cru ça peut-être à un moment de leur vie, quoi. Ils s'engagent donc toujours dans des rituels qui ne font que légitimer la relation esclave-maître au lieu de simplement désobéir au tyran. Désobéir, un mot-clé, au tyran. L'idée de désobéir à l'autorité, d'enfreindre la loi et d'être des criminels les dérange plus que l'idée d'être un esclave. Alors, je vous laisse noter les mots qui vous viennent, hein. À l'évidence, je vois que on a déjà noté le mot anarchisme. Dans ce paragraphe, il a été question de la vérité et qu'on ne peut pas croire en l'autorité. Donc, là, c'est un mot que vous pouvez quasiment taper à coup sûr pour chaque paragraphe. Donc, ce que dénonce l'auteur, c'est l'incompatibilité entre croire en l'autorité et être libre, cette croyance étant qualifiée de superstition. Merci Pascal pour désobéir au tyran, effectivement, une expression encore employée. Et puis, on a parlé de désobéir à l'autorité, c'est vraiment une expression importante si on veut se libérer, apprendre à désobéir, et Dieu sait que ce n'est pas simple quand la plus grande partie de notre éducation a été consacrée à nous apprendre à obéir au motif que c'est une façon d'être socialisé. On en mesure tout de même un certain nombre de limites. Et puis, on a parlé de criminels, d'enfreindre la loi. Et puis, merci pour ta réflexion. On dit n'être rebelle les dérange plus que d'être esclave. Donc, voilà pour ce paragraphe numéro 2, assez court. Un troisième paragraphe pour ce premier thème, légitimer l'oppression. Ceux qui souhaitent un niveau de contrôle et de coercition autoritaire nettement inférieur, ceux qui souhaitent un niveau de contrôle et de coercition autoritaire nettement inférieur sont parfois accusés d'être anti-gouvernementaux, une allégation que la plupart d'entre eux nient avec véhémence, affirmant qu'ils ne sont pas contre le gouvernement en soi, mais qu'ils veulent seulement un meilleur gouvernement. Mais par leurs propres mots, ils admettent qu'ils ne croient pas en la vraie liberté, mais qu'ils croient encore au droit divin des politiciens et à l'idée d'une classe dirigeante et à l'idée qu'une classe dirigeante peut être une bonne chose et une chose légitime. Seule une personne qui se sent encore obligée d'obéir aux ordres des politiciens voudrait éviter d'être étiquetée anti-gouvernement, puisque le gouvernement consiste toujours en une agression et une domination.
il faut se le rappeler encore et encore, le gouvernement consiste toujours en une agression et une domination. On ne peut pas être vraiment pour la liberté sans être contre le gouvernement. Le fait que tant de militants rejettent cette étiquette anti-gouvernement montre à quel point la superstition de l'autorité reste profondément ancrée, même dans l'esprit de ceux qui s'imaginent être d'ardents défenseurs de la liberté individuelle. Fin du 3e paragraphe. On notera les derniers mots, ardent défenseur de la liberté individuelle. Je vous laisse poster ce qui vous semble essentiel, sachant que poster vous rend actif et que je vous rappelle que le thème global de toutes ces participations à des lectures à haute voix que nous avons fait pour différents livres, hein, je vous en montre un petit florilège des émissions précédentes, hélas pour la plupart disparues en raison des censures des chaînes sur lesquelles elles se trouvaient. Vous voyez un petit aperçu des ouvrages qu'on a déjà lus à haute voix. Alors il y a un peu de tout, comme vous le voyez, et puis il faut y rajouter l'ouvrage de droite, en haut à droite, dernière sommation, et un encouragement à lire celui de Claire Séverac, La guerre secrète contre les peuples. En tout cas, vous voyez qu'on a lu Crépuscule, Macron et les oligarques, l'enquête vérité, le livre de Juan Branco. On a lu le passionnant ouvrage de Youssef Indy, du Brexit aux Gilets jaunes. Et puis, peut-être l'ouvrage le plus essentiel, Les raisons cachées du désordre mondial. Vous voyez le petit pavé en haut à droite de Valérie Bugeaud. On a lu également les réflexions de François Boulot, pas Bulot, excusez-moi, François Boulot, La ligne jaune, Propaganda, un ouvrage essentiel avec comme sous-titre Comment manipuler l'opinion en démocratie. L'ouvrage Mémoire vive que j'encourage tout un chacun à lire d'Edward Snowden, et puis celui de Maxime Nicole, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais dont ça nous a semblé intéressant de partager à un moment donné les idées écrites. Donc voilà pour les ouvrages précédents, histoire de faire une pause avant de poursuivre avec notre ouvrage présent, à savoir, vous l'avez compris, The Most Dangerous Superstition, la superstition la plus dangereuse. Alors, vous avez eu le temps de noter obéir aux ordres, ni Dieu ni maître. Merci pour vos communications anti-gouvernement. Ah oui, ça c'était vraiment le mot-clé du dernier paragraphe. Hein. Alors, 4e paragraphe pour expliciter ce que veut dire dans l'esprit de l'auteur légitimer l'oppression. Il y a une parenthèse qui s'ouvre, je ne sais pas si elle se referme, on va bien voir. Un phénomène particulièrement fascinant mérite d'être mentionné ici. Révoltés par l'injustice autoritaire, mais ne voulant toujours pas renoncer à la superstition de l'autorité en eux-mêmes, de nombreux membres du mouvement croissant des libertés milices patriotes continuent à chercher ou prétendent avoir trouvé un remède légal qui persuadera les tyrans de les laisser en paix. Au fil des ans, une théorie après l'autre a fait surface, alléguant l'existence d'un formulaire secret du gouvernement, d'une astuce juridique, des expressions à noter, ou d'une procédure officielle qui peut libérer un individu du contrôle du gouvernement. Je pense qu'on a peut-être quelques idées de noms en tête. Malheureusement, cela ne fait que démontrer que ces personnes ne font rien d'autre que de chercher un moyen d'obtenir la permission d'être libre. Mais le chemin vers la vraie liberté n'a jamais été et ne sera jamais un nouveau rituel politique, un nouveau document ou argument juridique ou toute autre forme d'action politique. Le seul chemin vers la vraie liberté est celui qui permet à l'individu de se défaire de son propre attachement à la superstition de l'autorité. C'est peut-être l'expression la plus importante à retenir, se défaire de son propre attachement à la superstition de l'autorité, qui recouvre bien évidemment un endoctrinement extrêmement dur à démonter. Alors, n'hésitez pas à poster les mots, les expressions employées. Merci d'être 21 à l'heure où nous communiquons ensemble. Et on va aborder maintenant un nouveau thème. Continuez à poster à chaque paragraphe. Ça sera super pour notre éveil, pour notre vivacité d'esprit, pour notre vigilance. Donc, la contradiction libertarienne. Le fait qu'il existe un parti politique libertarien est peut-être la meilleure illustration de la façon dont la croyance en l'autorité, là aussi une expression employée à de multiples reprises, déforme la pensée et entrave la réalisation de la liberté.
Le cœur et l'âme du libertarianisme, c'est bien ça, sont le principe de non-agression. L'idée que l'usage de la force ou de la fraude à l'encontre d'autrui est toujours mauvais et que la force n'est justifiée que s'il est utilisé pour se défendre contre une agression. Ce principe est parfaitement sain, mais essayer de le concrétiser par le biais d'un processus politique est totalement contradictoire, car le gouvernement et la non-agression sont totalement incompatibles. Si l'organisation appelée gouvernement cessait de recourir à la menace ou à la violence, sauf pour se défendre contre les agresseurs, elle cesserait d'être un gouvernement. Elle n'aurait aucun droit de gouverner, aucun droit de légiférer, aucun monopole de protection et aucun droit de faire quoi que ce soit qu'un autre être humain n'ait pas le droit de faire. Fin du premier paragraphe sur la contradiction libertarienne. Alors, notez les mots, les expressions employées. Ondine nous communique que te rendre esclave par la douceur, secte. Pascal nous parle de principe de non-agression et également un peu plus haut de parti libertarien. Et puis nous résume la fin du paragraphe précédent ici, se défaire de son propre attachement de la superstition de l'autorité. Alors, vous verrez, ça m'est arrivé de lire plusieurs livres, évidemment, hors antenne, si je puis dire, en faisant cette pratique de noter des mots, des expressions employées sur un cahier à part. Et quand on relit l'ensemble à la fin, vous verrez à quel point vous gagnez en clarification, en intégration, etc., etc. Alors, autre mot employé dans le paragraphe dernier, c'est « mais sans violence, pas de gouvernement ». Tout à fait exact. Alors, l'une des excuses de l'activisme politique libertaire, est l'affirmation selon laquelle la société ne peut se transformer de son arrangement autoritaire actuel en une société véritablement libre que si elle le fait lentement et progressivement. Je pense qu'on est nombreux à penser que tout de même le temps presse, alors ça ne va pas trop nous convenir. Or, cela ne s'est jamais produit et ne se produira jamais pour une raison très simple. Soit l'autorité existe, soit elle n'existe pas. Soit il existe une classe dirigeante légitime qui a le droit de gouverner tout le monde, soit chaque individu est propriétaire de lui-même et n'est redevable, notez bien cette expression capitale, n'est redevable qu'à sa propre conscience. Chaque individu est propriétaire de lui-même et n'est redevable qu'à sa propre conscience. Les deux paradigmes s'excluent mutuellement. Il est impossible de trouver un entre-deux, car chaque fois qu'il y a un conflit entre ce que l'autorité ordonne et ce que le jugement individuel dicte, il est impossible d'obéir aux deux. Ça vous met dans ce qu'on pourrait appeler une double contrainte, qui rend fou, comme chacun sait. L'un doit emporter sur l'autre. Si l'autorité l'emporte sur la conscience, alors les gens du peuple sont tous la propriété légitime de la classe dirigeante, auquel cas la liberté ne peut et ne doit pas exister. Si en revanche la conscience l'emporte sur l'autorité, alors chaque personne est propriétaire d'elle-même et doit toujours suivre son propre jugement sur le bien et le mal, peu importe ce qu'une autorité ou une loi autoproclamée peut ordonner. Il ne peut y avoir de changement progressif entre les deux, ni de compromis. Et pour ceux qui écouteront La loi naturelle en 5 conférences, vous verrez que Mark Twain et cet auteur sont, et pour cause, puisque Mark Twain s'inspire de cet auteur, sont absolument sur la même ligne. Il n'y a pas de compromis possible. Et c'est le dernier mot de ce deuxième paragraphe. Alors notez ces mots qui reviennent constamment. Merci Pascal de ta participation. Autorité ou conscience, merci Ondine, avec propriétaire de sa propre personne, Pascal à nouveau, redevable à sa propre conscience, et puis excuse, activisme politique libertarien. Voilà, on a encore entendu plusieurs fois dans ce paragraphe le terme d'autorité. En tout cas, je le vois au moins 4 fois nommé. On a vu également de l'impossibilité pratique d'avoir 2 opinions opposées, d'espérer s'en sortir comme ça, sans conflit. 2 opinions opposées, c'est comme 2 forces physiques qui tirent dans un sens opposé. Dans l'ensemble, ça s'annule, c'est-à-dire que ça conduit tout simplement à l'immobilisme.
Alors, troisième paragraphe dans la contradiction libertarienne, pour tenter de transformer le libertarianisme en mouvement politique, il faut recourir à un hybride altéré et perverti des deux options. Un hybride altéré et perverti des deux options. L'idée qu'un système de domination-gouvernement peut être utilisé pour parvenir à la liberté individuelle. Chaque fois qu'un libertarien fait pression en faveur d'une législation ou se présente à une élection, il concède par ses propres actions que l'autorité et la loi édictées par l'homme sont légitimes. Mais si quelqu'un croyait réellement au principe de non-agression, il comprendrait que les ordres des politiciens, les lois, ne peuvent l'emporter sur ce principe et que toute loi contraire à ce principe est illégitime. Cela vaut également pour l'idée des droits inaliénables. Si un individu a un droit inhérent à faire quelque chose, alors par définition, il n'a pas besoin de la permission des tyrans pour le faire. Il n'a pas besoin de faire pression pour obtenir un changement de législation, ni d'essayer d'élire un maître qui choisira de respecter ses droits. Alors notez les mots, les expressions employées pour ce paragraphe, où on a encore parlé, comme vous l'avez entendu, de libertarianisme, un mot que j'ai un peu de mal à prononcer. On a encore parlé des lois, de ces fameuses lois, qui, si elles sont édictées par l'homme, membre d'un gouvernement, seraient légitimes. On a encore évidemment employé le mot d'autorité, le mot de libertarien. Je vous laisse poster ce qui vous semble le plus utile. On ne fait pas la compétition, chacun note ce qui lui vient pour lui-même. Pascal note hybride, altéré et perverti. Merci pour cette expression. Et n'hésitez pas à vous joindre à Pascal pour compléter tout ça. Paragraphe suivant dans la contradiction libertarienne, quiconque croit réellement au principe de non-agression, le principe sous-jacent du libertarianisme, doit être anarchiste, car il est logiquement impossible de s'opposer à l'initiation de la violence tout en soutenant une forme quelconque de gouvernement qui n'est rien d'autre que de la violence. Et les libertariens ne peuvent pas être des constitutionnalistes puisque la Constitution affirme clairement, alors c'est la Constitution américaine pour le coup, dans l'article 1, section 8, qu'elle confère à certaines personnes le droit d'exercer la violence par le biais de la taxation et de la réglementation, entre autres choses. Le principe du libertarianisme exclut logiquement tout gouvernement, même dans une république constitutionnelle. Quiconque tente de décrire un gouvernement qui ne commet pas d'acte d'agression décrira au mieux une société de sécurité privée. Néanmoins, tant de personnes ont été formées à la mentalité autoritaire que même lorsqu'elles peuvent voir la supériorité morale évidente de vivre selon le principe de non-agression, la base du libertarianisme, elles refusent toujours d'abandonner l'idée absurde que le droit de gouverner, l'autorité, peut être utilisé comme un outil de liberté et de justice. Un outil de liberté et de justice. Fin de ce paragraphe. On a entendu parler de sécurité privée, on a entendu parler d'être anarchiste, de réglementation, de taxation, de constitution, de constitutionnaliste, encore de gouvernement, et de tous les mots que vous voudrez bien nous restituer. Merci pour le mot maître, Ondine, celui de gouvernement violent de Pascal et de tout gouvernement exclu. Voilà, c'était dans une phrase, mais c'est le principe du jeu, de poster les mots, les expressions employées. On a également parlé de principe de non-agression. Merci pour vos participations. Et puis, je pense que hybride altéré et perverti ressemble à la spoliation morale et matérielle dont parle César. Merci pour ta réflexion, Michel Deuillet, c'est précieux et c'est volontiers que je vous la partage. Il existe une différence fondamentale entre débattre de ce que le maître devrait faire, ce en quoi consiste toute politique, et déclarer que le maître n'a pas le droit de gouverner du tout. Être un candidat libertarien, c'est essayer de faire ces deux choses contradictoires. Il légitime évidemment la fonction que le candidat cherche à occuper, alors même qu'il prétend croire au principe de non-agression et de propriété de soi qui exclut totalement la possibilité d'une fonction publique légitime. Fonction publique légitime. En bref, si l'objectif est la liberté individuelle, l'action politique n'est pas seulement inutile,
elle est extrêmement contre-productive car la principale chose qu'elle accomplit est de légitimer le pouvoir de la classe dirigeante. Légitimer le pouvoir de la classe dirigeante. La seule façon d'atteindre la liberté est d'abord d'atteindre la liberté mentale. La seule façon d'atteindre la liberté est d'abord d'atteindre la liberté mentale, en réalisant que personne n'a le droit de gouverner les autres, ce qui signifie que le gouvernement n'est jamais légitime. Il n'est jamais moral, il n'est même jamais réel. Ceux qui n'ont pas encore compris cela et qui continuent d'essayer de demander au système de les rendre libres font le jeu des tyrans. Même les pétitions en faveur d'une réduction de la fiscalité ou des dépenses du gouvernement, ou les demandes de légalisation ou de déréglementation, ou les supplications en faveur d'autres réductions du contrôle du gouvernement sur le peuple ne font rien pour résoudre le vrai problème, et en fait ajoutent au vrai problème, en répétant et en renforçant involontairement l'idée que si le peuple veut la liberté, il faut légaliser la liberté. L'action politique, de par sa nature même, donne toujours plus de pouvoir à la classe dirigeante et prive le peuple de ses moyens d'action. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette dernière phrase, parce que moi, elle me parle particulièrement. Je vous la rappelle, l'action politique, de par sa nature même, donne toujours plus de pouvoir à la classe dirigeante. Est-ce que c'est pas à ça qu'on assiste, les amis? Et prive le peuple de ses moyens d'action. Fin pour ce paragraphe. Alors, notez ce que vous avez envie de noter. Aucune légitimité, merci Pascal. Liberté mentale, nous dit Ondine. Et puis encore, encore une fois le mot maître, si c'est ça que tu veux dire. Et donc, César nous dit également tyran, dictateur. Merci, je crois que vous avez bien compris le principe. Hein. Là, dans ce paragraphe, on a parlé effectivement du jeu des tyrans. On a parlé également de l'espèce d'inutilité, si on le veut, des pétitions, des supplications, des actions politiques. Toutefois, si nous avons encore du respect pour nous-mêmes, c'est-à-dire que pour nous, la liberté individuelle a un sens, puisqu'il semblerait qu'on nous rabatte les oreilles que ce qui fait de nous des humains, eh ben, c'est le principe de disposer d'un libre arbitre. Alors, il faudra devenir cohérent si on veut continuer à admettre que c'est une de nos chances, faut-il l'appeler une chance, mais en tout cas, un de nos attributs. Si suffisamment de personnes, et c'est bien pour ça que nous sommes ensemble ce soir, les amis, si suffisamment de personnes reconnaissent et abandonnent le mythe de l'autorité, il n'y a pas besoin d'élection, d'action politique, et tenez-vous bien, c'est moi qui le rajoute, ou de révolution. Si le peuple ne s'imaginait pas avoir l'obligation d'obéir aux politiciens, ces derniers seraient littéralement ignorés jusqu'à devenir insignifiants. Hein, je pense que c'est une phrase qu'on pourrait noter en lettres d'or. Si le peuple ne s'imaginait pas avoir l'obligation d'obéir aux politiciens, ces derniers seraient littéralement ignorés jusqu'à devenir insignifiants. C'est tout le bien que je leur souhaite. En fait, la croyance en la démocratie réduit considérablement la capacité du peuple à résister à la tyrannie en limitant les moyens de résistance. Vous voyez les implications des différentes choses. Par exemple, si 49% de la population souhaite des niveaux d'imposition plus bas, mais maintient sa croyance en l'autorité, elle ne peut rien accomplir par le biais de la démocratie. D'un autre côté, si 10% de la population ne veut pas d'impôts du tout et a échappé au mythe de l'autorité, y compris le type démocratique, elle peut facilement atteindre son objectif par un simple refus de s'y plier. Si 20 millions de personnes, moins de 10% des contribuables américains, refusaient ouvertement de coopérer avec les tentatives d'extorsion de l'IRS, la classe dirigeante ne pourrait rien y faire et le tristement célèbre Internal Revenue Service, IRS, ainsi que l'énorme racket d'extorsion qu'il administre, serait réduit à néant. Il serait tout à fait impossible que 100 000 employés du fisc volent continuellement des millions d'Américains qui ne se sentent pas obligés de payer. En fait, il serait impossible pour toute agence d'appliquer une loi à laquelle même une fraction du public pourrait désobéir sans éprouver de honte ou de culpabilité. La force brute ne suffirait pas à faire respecter la loi. La force brute ne suffirait pas
à faire respecter la loi. Fin de paragraphe. Alors, vos partages. Mythe de l'autorité, effectivement, à rappeler encore et encore et encore. Merci Pascal. Également, politiciens, si les politiciens étaient ignorés, ils deviendraient tout simplement insignifiants. Et selon moi, et ça n'engage que moi, ça serait une excellente chose pour tout un chacun. La croyance à la démocratie, et à ce propos, je vous rappelle encore et encore ce schéma dans lequel il faut comprendre que la croyance est la base de tout ce qui suit. D'ailleurs, quand vous lisez le petit commentaire au-dessous, le commentaire dit ceci: le potentiel que nous mobilisons et les résultats que nous obtenons font partie, le potentiel que nous mobilisons, hein, vous le voyez, ce potentiel en haut à gauche, et les résultats que nous obtenons en bas à droite, font partie d'un processus dynamique qui commence par une croyance. Il faut bien retenir le mot commence par une croyance. Ça veut dire que c'est la croyance qui pilote tout l'enchaînement de ces quatre aspects de la vie humaine: croire, savoir quelles sont nos capacités, et puis de ces capacités vont découler nos actions, nos comportements qui vont engendrer des résultats, lesquels vont venir renforcer nos croyances. Alors, réflexion de Christian. Le problème, c'est qu'on n'explique pas que l'anarchie fonctionne très bien. C'est vraisemblable parce que j'avoue que je ne m'y étais pas intéressé plus que ça pendant pas mal d'années. Ça n'est que récemment que j'en ai mesuré l'intérêt. Ensuite, pour avoir la chance de se soumettre à ces tyrans, nous partage César comme restitution, et également le refus de coopérer. Je crois qu'on est tellement nombreux, moi y compris, hein, je suis évidemment pas au-dessus des autres, mais on n'arrive pas à mesurer à quel point le refus de coopérer serait une action bien plus efficace que toute autre action qui peut nous valoir des balles de flashball dans la figure, ou plus encore. Donc ça, c'est vraiment un point à bien souligner, ce refus de coopérer. Il serait tout à fait impossible d'opprimer une population nombreuse qui ne percevrait pas l'obéissance en soi comme une vertu. Ça, c'est encore une autre phrase capitale. Il serait tout à fait impossible d'opprimer une population nombreuse qui ne percevrait pas l'obéissance en soi comme une vertu. Vous savez, tous ceux d'entre nous qui sont parents, vous mesurez à quel point nous avons notre part de responsabilité, parce que, évidemment, c'est pas confortable d'avoir des enfants désobéissants. Là-dessus, je pense qu'on sera plus ou moins tous d'accord, mais c'est guère leur rendre service que leur enseigner l'obéissance. Maintenant, chacun vraisemblablement fait comme il peut, mais c'est quand même intéressant à noter. Il serait tout à fait impossible d'opprimer une population nombreuse, donc, disais-je, qui ne percevrait pas l'obéissance en soi comme une vertu. J'ai fait comment dirais-je, cet aparté sur les parents, parce que l'obéissance, ça prend essentiellement quand même dans la petite enfance, hein, comme une vertu, et qui ne ressentirait aucun devoir inhérent d'obéir aux ordres de ceux qui revendiquent le droit de gouverner. Donc, il serait tout à fait impossible d'opprimer une population nombreuse qui ne percevrait pas l'obéissance en soi comme une vertu, et qui ne ressentirait aucun devoir inhérent d'obéir aux ordres de ceux qui revendiquent le droit de gouverner. Les guerres ne se produisent que parce que les gens se sentent obligés d'aller au combat lorsque l'autorité leur dit de le faire. Une parenthèse s'ouvre: tant que le peuple pourra être dupé en suppliant perpétuellement que la liberté soit légalisée, il sera facile de la susciter et de le contrôler. Tant que le devoir perçu d'une personne d'obéir à l'autorité l'emporte sur ses propres croyances personnelles et son jugement individuel, ses croyances et ses opinions n'ont en pratique aucune importance. Tant qu'un défenseur de la liberté n'est pas prêt à désobéir au maître, à enfreindre la loi, son prétendu amour de la liberté n'est qu'un mensonge et n'aboutira à rien. Fin de ce thème intitulé La contradiction libertarienne. Alors, vous avez posté, je prends les choses dans l'ordre inverse. Oui, c'est le conditionnement, réflexion donc de César, merci à toi. Obéir empêche de réfléchir, bien d'accord, Christian. On a également,
Oui, c'est le conditionnement, ça a déjà été vu. Obéir aux ordres, c'est un problème de fond. Et puis, voilà pour vos restitutions de ce paragraphe, de ce dernier paragraphe du thème « La contradiction libertarienne ». Abordons maintenant comme l'ancien patron. Je pense que ça va se clarifier le thème en lisant ce qui suit. Premier paragraphe. Alors, on va avoir, comme l'ancien patron, ça se décline en 3 paragraphes. Nombreux sont ceux qui affirment qu'une société sans dirigeants est impossible. Nombreux sont ceux qui affirment qu'une société sans dirigeants est impossible, car dès qu'un gouvernement s'effondre ou est renversé, un nouveau gouvernement apparaît instantanément. Dans un sens, c'est vrai. Si le peuple continuait à adhérer au mythe de l'autorité, après tout bouleversement, pardon, je répète, si le peuple continue à adhérer au mythe de l'autorité, après tout bouleversement d'un régime particulier, il créera simplement une nouvelle série de maîtres pour remplacer l'ancienne. Mais la raison n'en est ni la nécessité d'un gouvernement, ni la nature fondamentale de l'homme, ce que presque tous les combattants de la liberté ne réalisent pas, lorsqu'ils s'insurgent contre la tyrannie et l'oppression, c'est que le problème sous-jacent n'est jamais lié aux personnes au pouvoir. Le problème sous-jacent réside dans l'esprit des personnes opprimées, y compris dans l'esprit de la plupart des combattants de la liberté. Tant que le peuple accepte le mythe de l'autorité, même une révolution ouverte ne contribuera pas à long terme à réduire l'oppression. Lorsqu'un groupe de contrôleurs et d'exploiteurs tombera, le peuple en mettra simplement un autre en place. Bien que peu de ceux qui agitent leur drapeau le jour de l'indépendance s'en rendent compte, le niveau d'oppression sous le roi George III, juste avant les révolutions américaines, était insignifiant comparé au niveau actuel de taxation, de réglementation et autres intrusions, coercitions et harcèlements autoritaires qui se produisent couramment aux États-Unis aujourd'hui. Fin du premier paragraphe. Alors, remarque de Christian, la Belgique a vécu pendant 2 ans sans gouvernement, tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'il me semble aussi. Remythe de l'autorité, encore et encore, ça revient sans arrêt. On a parlé à nouveau dans ce paragraphe de tyrannie. Ondine nous dit que ça a été la même chose pour l'Italie, qui aurait vécu un certain temps sans gouvernement, tant qu'il reste à préciser. Et il a été question dans ce paragraphe du problème sous-jacent dans l'esprit des personnes opprimées, y compris dans l'esprit de la plupart des combattants de la liberté. Donc voilà, ce problème sous-jacent n'est jamais lié au pouvoir. Il est lié au mythe de l'autorité. Donc j'espère que voilà, petit à petit, ça s'imprime correctement pour vous. Paragraphe suivant. Il est facile pour les gens de voir les injustices spécifiques commises au nom d'un régime particulier, mais beaucoup plus difficile pour ces mêmes personnes de reconnaître que la cause fondamentale de ces injustices est le système de croyance du grand public. Les livres d'histoire regorgent d'exemples de longs règnes sanglants de tyrans, suivis finalement d'une révolution sanglante, puis de l'onction d'un nouveau tyran. Le type de tyran peut changer. Un monarque remplacé par un régime communiste, un tyran de droite remplacé par un tyran de gauche, une théocratie oppressive remplacée par un régime populiste oppressif, et ainsi de suite. Mais tant que la croyance en l'autorité subsiste, l'oppression aussi. Fin de ce deuxième paragraphe d'une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Voilà, il y a été question dans ce deuxième paragraphe d'injustice spécifique, de régime populiste oppressif, de tyran, de croyances du grand public et de tout ce que vous voudrez bien poster. Alors, merci Pascal, elle a posté effectivement le mot tyran. Merci Ondine, tu risques pas de te tromper, mais ça n'enlève pas le mérite de parler encore et encore de croyances. Et puis Pascal, de système de croyances. Tout à fait. Même les exemples les plus odieux de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, commis au nom de l'autorité, persuadent rarement quelqu'un de remettre en question l'idée de l'autorité en soi. Au contraire, il les amène seulement à s'opposer à une série particulière de tyrans. À titre d'exemple décourageant, la résistance la plus fervente aux nazis est venue des communistes qui prônaient eux-mêmes une forme d'oppression tout aussi vicieuse et destructrice que le régime hitlérien.
En raison de leur mentalité autoritaire, les Allemands n'avaient aucune chance de parvenir à la paix ou à la justice, car tout leur débat national ne portait que sur le type de dirigeant tout-puissant qui devait être aux commandes, sans même faire allusion à la possibilité que personne n'ait un tel pouvoir. Le discours public a été similaire dans la plus grande partie du monde pendant la plus grande partie du temps, se concentrant sur la question de savoir qui devrait gouverner au lieu de se demander s'il devrait y avoir des gouvernements. Vous voyez, j'espère que cette dernière phrase vous parle tout particulièrement parce que c'est vraiment le fond de cette affaire, hein. Je vous la redis, le discours public a été similaire dans la plus grande partie du monde pendant la plus grande partie du temps, se concentrant sur la question de savoir qui devrait gouverner au lieu de se demander s'il devrait y avoir des gouvernements. Alors, fin de ce thème et donc du coup de ce paragraphe, hein, ce thème intitulé « Comme l'ancien patron ». Maintenant, abordons un mélange de sagesse et de folie, et de folie, un mélange de sagesse et de folie. Alors, vous avez également noté pour ce paragraphe les expressions de mouton, les expressions oppression persiste, quel que soit le tyran, tout à fait. De voter, c'est se tromper. Et puis, la réflexion, merci à toi, de Dark Soul, Dark Force, la plus grande des prisons est celle dont on fabrique les barreaux. Comment pourrait pour certains briser ses propres barreaux? Comment lutter contre soi-même? Merci pour ta réflexion, Dark Soul, Dark Force, c'est précieux. Ce qui est surtout précieux avant tout, encore plus que le texte que nous lisons, c'est notre participation à cette réflexion. Avant de savoir si on est d'accord ou pas, il faut déjà bien comprendre ce que veut dire l'auteur. Alors c'est un challenge en soi, hein. Ça suppose une écoute très, très fine et puis de rentrer au moins provisoirement dans la pensée de l'auteur. Alors maintenant, évoquons un mélange de sagesse et de folie. À la fin du XVIIIe siècle, un événement très inhabituel s'est produit. Un événement qui semblait pouvoir briser le cycle perpétuel des tyrans en série. Cet événement a été la signature de la Déclaration d'indépendance. Ce qui a rendu cet événement inhabituel, ce n'est pas que le peuple se soit rebellé contre un tyran, ce qui s'était produit d'innombrables fois auparavant, mais que les rebelles aient exprimé certains principes philosophiques fondamentaux, rejetant non seulement un régime particulier, mais aussi l'oppression dans son principe. Presque. La déclaration d'indépendance et la constitution qui l'a suivie quelques années plus tard sont une combinaison d'idées profondes, écoutez bien, et de contradictions flagrantes. Le bon côté des choses, c'est que le débat de l'époque ne portait pas uniquement sur la question de savoir qui serait en charge, mais qu'il était fortement axé sur le concept des droits individuels et de la limitation du pouvoir du gouvernement, c'est-à-dire de l'État. Dans le même temps, la déclaration d'indépendance a affirmé à tort que le gouvernement pouvait avoir un rôle légitime dans la société, protéger les droits des individus, ce qui n'a jamais été le cas dans la pratique et ne peut même pas l'être en théorie. Comme nous l'avons expliqué plus haut, une organisation qui ne ferait rien d'autre que de défendre les droits individuels ne serait pas un gouvernement au sens où on l'entend. Fin de paragraphe. Alors, je pense que vous avez retenu les mots déclaration d'indépendance, de constitution, du bon côté des choses, d'avoir écrit tout ça. On a parlé de droits individuels, de l'État. Et puis, malheureusement, tout ça passe par encore la création d'un gouvernement. Alors, Pascal nous restitue Pascal encore, nous restitue les mots tels que constitution, de contradiction flagrante, de contradiction pour Ondine, et puis de protéger les droits individuels pour Pascal. La déclaration parle également de droits inaliénables, une expression à noter, de droits inaliénables, et affirme que et j'ouvre les guillemets, tous les hommes sont créés égaux. Tous les hommes sont créés égaux, fermeture des guillemets, entre parenthèses, en ce qui concerne leurs droits.
Mais les auteurs n'ont pas réalisé que de tels concepts excluent totalement la possibilité d'une classe dirigeante légitime, même très limitée. Les principes mêmes qu'ils ont exprimés ont été immédiatement contredits par leurs efforts pour créer un gouvernement protecteur. Un jour, ils déclaraient que tous les hommes sont créés égaux, déclaration d'indépendance, et le lendemain, ils déclaraient que certains hommes, s'appelant eux-mêmes Congrès, avaient le droit de voler, c'est-à-dire taxer, tous les autres, Constitution des États-Unis, article 1, section 8, clause 1. La Révolution américaine est le résultat d'un amalgame d'idées contradictoires, certaines soutenant la souveraineté individuelle, d'autres une classe dirigeante. La déclaration affirme que lorsqu'un gouvernement devient destructeur des droits individuels, ce qui est toujours le cas de tout gouvernement dès qu'il existe, le peuple a le devoir de le modifier ou de l'abolir. Pourtant, la Constitution prétend donner au Congrès le pouvoir de supprimer les insurrections. Constitution des États-Unis, article 1, section 8, clause 15. Cela implique que le peuple a le droit de résister à l'oppression du gouvernement, mais que le gouvernement a le droit de l'écraser violemment lorsqu'il le fait. En bref, les travaux des pères fondateurs sont un mélange de sagesse profonde et de folie totale. D'où le titre de ce paragraphe, un mélange de sagesse et de folie. À certains endroits, ils décrivent très bien le concept de propriété individuelle. À d'autres, ils cherchent à créer une classe dirigeante. Ils n'ont pas semblé remarquer que ces deux objectifs sont totalement incompatibles l'un avec l'autre. Fin de ce deuxième ou troisième paragraphe. N'hésitez pas à noter, comme vous l'avez commencé à le faire, les mots, les expressions employés tels que congrès, égalité en droit, vol, taxe, et il y en a encore d'autres, tels que souveraineté individuelle, tels que un des droits du Congrès de pouvoir supprimer les insurrections, qui va évidemment à l'encontre des droits des citoyens. On nous dit qu'ils peuvent les écraser si le peuple s'en sert, tout à fait. Et ça se termine par « ils n'ont pas semblé remarquer que ces deux objectifs sont totalement contradictoires, à savoir concept de propriété individuelle et d'un autre côté créer une classe dirigeante ». Alors la réflexion de Dark Soul, Dark Force, il ne peut y avoir à mon sens de protection de droits individuels si chacun d'entre nous a un jugement de classification de l'autre, renvoie au stoïcisme. Eh bien, écoute, merci pour tes réflexions, tout à fait intéressant. Le résultat de leurs efforts a été, dans un sens, un gigantesque échec. Le régime qu'ils ont créé s'est développé bien au-delà de ce que les fédéralistes et les antifédéralistes avaient déclaré vouloir. La Déclaration et la Constitution n'ont absolument pas réussi à limiter le pouvoir du gouvernement. La promesse d'un gouvernement qui serait au service du peuple, protégeant ses droits mais le laissant en paix, s'est transformé en l'empire autoritaire le plus vaste et le plus puissant que le monde ait jamais connu, comprenant le racket d'extorsion le plus vaste et le plus intrusif jamais connu, la machine de guerre la plus vaste et la plus puissante de l'histoire, et la bureaucratie la plus intrusive et la plus envahissante de l'histoire. Fin de ce paragraphe. Donc, gigantesque échec, comme nous le signale Pascal. Merci à toi. Et puis, le régime qu'ils ont créé, la promesse d'un gouvernement, et pas de limite au pouvoir du gouvernement. Vous voyez, l'idéal, en tout cas c'est ma supposition, c'est que comme Pascal, vous y preniez goût à ces restitutions, parce que ça devient un petit peu addictif dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie par la suite de lire sans retenir quoi que ce soit. Vous voyez qu'un bouquin chasse l'autre, on a peut-être envie, comme nous le suggère l'auteur de la loi naturelle, Marc Passio, on n'a peut-être plus envie, comme lui, que d'avoir 2 livres de référence et de les travailler toute sa vie. Le premier étant justement ce livre, et le deuxième, celui que vous pouvez vous procurer, qui s'appelle La fin du mal. Donc voilà, c'est vraiment un des objectifs, vous voyez, de privilégier peu de livres bien digérés qu'un grand nombre de livres dont nous retenons très peu. En tout cas, c'est notre petit défi personnel. En vérité, l'idée était vouée à l'échec dès le départ. La chose la plus précieuse que la grande expérience américaine ait accomplie,
a peut-être été de démontrer qu'un gouvernement limité est impossible. Il ne peut y avoir de maître qui réponde à ses esclaves. Il ne peut y avoir de maître qui réponde à ses esclaves. Deux fois dans mon texte. Il ne peut y avoir de seigneur qui serve ses sujets. Il ne peut y avoir de souverain qui soit à la fois au-dessus du peuple et subordonné à lui. J'espère que vous percevez un peu mieux au fur et à mesure de la lecture ces nombreuses contradictions. Malheureusement, nombreux sont ceux qui refusent encore d'apprendre cette leçon, insistant au contraire sur le fait que la Constitution n'a pas échoué, que c'est le peuple qui a échoué, en ne faisant pas les choses correctement, en n'étant pas assez vigilant, ou par quelque autre négligence ou corruption. La vérité est que toute forme de contrôle autoritaire, tout type de gouvernement, qu'il soit constitutionnel, démocratique, socialiste, fasciste ou autre, aboutira à l'oppression forcée d'un groupe d'esclaves par un groupe de maîtres. C'est ce que l'autorité est, tout ce qu'elle a toujours été et tout ce qu'elle pourra jamais être. Peu importe le nombre de couches d'euphémismes et de rhétorique agréable utilisées pour tenter de la dissimuler. Alors, merci pour vos réflexions. Celle de Christian nous dit: «C'est le problème à ceux, qui prônent la 6e République en France qui, à mon avis, serait bien pire que la 5e». Je ne sais même pas s'il faut vouloir les comparer, mais d'accord sur le fond, tout à fait, pour ma part. Mais qu'on soit d'accord ou pas, en réalité, le but, c'est de réfléchir ensemble, donc ça n'a pas une importance capitale. C'est déjà très méritant, je trouve, d'oser réfléchir à ces sujets. Le maître ne peut être subordonné à ses esclaves, voilà une expression du dernier paragraphe. Et puis, nous dit Dark Soul, Dark Force, je voudrais bien faire un live pour un souffle de vie, de vouloir de bienveillance, de cohésion, bref, la vie humaine, humaniste. Ben voilà, une proposition à noter. Et puis, Christian, exactement, les énarques et les Cendants. Alors, si tu veux nous poster en commentaire d'une vidéo, quitte à l'effacer après, hein, comment tu vois ce live, peut-être qu'il y a moyen de t'inviter pour la dernière émission, la 20e, sous réserve évidemment que tu sois disponible à ce moment-là. Donc, on a déjà les dates quelque part, puisque la dernière émission aura lieu, je vous l'annonce en prime, c'est pas pour tout de suite, hein, mais le jeudi 31 août, facile à retenir, à 20h. Je suppose que le texte sera un peu plus court, et donc ça pourrait se terminer, si tu peux me donner comment tu vois ça, peut-être par une intervention, on peut très bien être à deux sur ces labs, il n'y a pas de souci. Voilà, simplement, moi je veux bien jouer le rôle de l'intervieweur et de poser les questions que mon interviewé aimerait qu'on lui pose. C'est bien plus simple comme ça dans le cadre où nous sommes, qui n'a pas la prétention d'être journalistique. Les énarques et les Cendants, voter, c'est reconnaître le système, tout à fait. Je ne vous cache pas qu'il m'a fallu du temps pour arriver à cette conclusion, mais enfin, OK pour le 31 à 20h. Alors n'hésitez pas à me le rappeler, de façon à ce que ça ne m'échappe pas d'ici là. Envoie-moi néanmoins via un commentaire sous la vidéo des idées de thèmes, comment on peut, il faut quand même qu'on structure un peu le débat, en tout cas c'est plus pour moi que pour toi, mais ça m'est absolument utile. Et donc voilà, ou les questions que tu aimerais que je te pose, et puis après je te laisse dérouler ce que tu as envie de dérouler. Alors, le mythe du contrat, c'est là que nous en arrivons. Alors, je ne te cache pas que ça faisait un petit moment que je me disais, ça serait sympa de faire cette émission à plusieurs. Alors, voilà, restez si possible centré dans vos interventions en partant du livre pour que ça garde une cohérence évidemment par rapport à ce projet-là, ou alors on a l'autre alternative qui est de faire une émission distincte et indépendante de la lecture du livre pour traiter de tel ou tel sujet qui vous tiendrait à cœur. Alors, le mythe du contrat. Le mythe du contrat, dernier thème traité pour aujourd'hui, qui se décline en 2 paragraphes. La mythologie qui entoure la Constitution prétend qu'elle a servi de sorte de contrat entre le peuple en général et ses nouveaux serviteurs au Congrès. Mais il n'y a pas l'ombre d'une vérité à cela. On ne peut pas, en signant un contrat, lier quelqu'un d'autre à un accord. L'idée que quelques douzaines de propriétaires terriens blancs, masculins et riches
puisse conclure un accord au nom de plus de 2 millions d'autres personnes est absurde. Mais l'absurdité ne s'arrête pas là. Aucun contrat ne peut jamais créer un droit détenu par aucun des participants, ce que toutes les constitutions gouvernementales prétendent faire. La forme du document montre clairement qu'il ne s'agit pas d'un véritable contrat, mais d'une tentative de fabriquer de toutes pièces le droit de gouverner, aussi limité qu'il soit censé être. Alors, un accord contractuel réel est une chose fondamentalement différente de tout document visant à créer un gouvernement. Un accord contractuel réel est une chose fondamentalement différente de tout document visant à créer un gouvernement. Par exemple, si un millier de colons américains avaient signé un accord disant nous acceptons de donner un dixième de tout ce que nous produisons en échange des services de protection de la George Washington Protection Company, ils ne pourraient être moralement liés par un tel accord. Conclure un accord et le violer est une forme de vol, un peu comme aller dans un magasin et prendre quelque chose sans le payer. Mais ils ne pourraient pas lier quelqu'un d'autre à l'accord, ni utiliser un tel accord pour donner à la George Washington Protection Company le droit de commencer à voler ou à contrôler des personnes qui n'ont rien à voir avec le contrat. En outre, bien que la Constitution prétende autoriser le Congrès à faire diverses choses, elle n'exige pas du Congrès qu'il fasse quoi que ce soit. Qui, dans cet esprit, signerait un contrat qui n'engage pas l'autre partie à faire quoi que ce soit? Dans l'affaire de Chaney v. Winbago, 489 US 189, même la Cour suprême des États-Unis a officiellement déclaré que le gouvernement n'a pas l'obligation réelle de protéger le public. Le résultat est que la Constitution, au lieu d'être un contrat brillant, utile et valide, était une tentative insensée d'une poignée d'hommes de soumettre unilatéralement des millions d'autres personnes au contrôle d'une machine d'agression, en échange d'aucune garantie de quoi que ce soit. Le fait que des millions de constitutionnalistes tentent désespérément d'y revenir dans l'espoir que cela puisse sauver leur pays, si le peuple tente à nouveau l'expérience, après l'échec total de la première tentative, témoigne du pouvoir et de la folie de la superstition de l'autorité. Fin de thème, fin d'émission. On vient de boucler ce thème de la mythe, c'est pas une mythe, du mythe du contrat. Merci à toutes pour vos expressions. Je poste volontiers les dernières, du prix, contrat. Et puis, vos réflexions, celles de Christian. Le problème, c'est que les politiques qui voudront écrire, alors ça répond à d'autres suggestions de 6e République. Alors, je vous laisse là volontiers échanger entre vous. En revanche, mon rôle à moi, évidemment, c'est de rester centré sur le livre, sinon il n'y a plus de lecture vraiment, vraiment possible. Mais c'est avec plaisir que je vois vos échanges. Alors, j'ose demander, 6e République, débarrassée des pis-aller de la 5e. Ça, c'est la question de Michel Doyet. Darksoul nous dit masque à venir pour la rentrée, vax à venir, les journaux en parlent, résilience, entraide, stockage et puis santé mentale, plein de pistes. Je vous rappelle qu'on a largement participé à un live qui restera, je l'espère, dans notre petite histoire à nous, si ce n'est dans la vôtre, qui s'est appelé un Solarton. Et dans ce live, eh bien, il y a de nombreux participants à ce réseau de solidarité et d'entraide qui s'appelle Solaris. Donc, j'en profite pour leur faire un petit coucou à toutes et à tous. Donc, voilà. Alors, il y a sur bien des aspects, ceux qui veulent, qui ont envie de s'intéresser à l'esprit Solaris, eh bien, il y a un site, j'en profite, il n'y a pas de pub là-dedans parce que cet organisme est sans aucune prétention de faire quelques bénéfices que ce soit. Donc, je vous poste ce site que je vous encourage à visiter. Et puis, dans ce site, vous allez trouver un endroit où on vous parle de l'esprit Solaris. Alors, ça peut donner des idées. Ça résonne assez bien avec ce que nous sommes en train de lire jour après jour. Donc, je vous donne directement le lien de la page où vous pourrez, je l'espère, lire avec intérêt ce qu'est ce fameux esprit Solaris. Ça, c'est pour tous ceux qui donnent de l'importance à la solidarité. Voilà, donc je vois que vous avez beaucoup à dire et c'est bien ainsi.
En tout cas, merci pour votre participation de ce soir. Je vous rappelle qu'on va se revoir dès demain avec grand plaisir pour ma part et je l'espère pour la vôtre, parce que on va enfin parler. Je pense que beaucoup avaient un peu hâte que ça arrive, en tout cas votre serviteur le premier. De qu'est-ce que ça pourrait être? C'est bien de dire ce qu'on veut pas, mais maintenant il est important de dire ce qu'on veut. Et donc, dans cette émission numéro 14 du 17 août, donc demain, je vous rappelle, c'est à 20h demain. Ne vous trompez pas d'horaire. Ce soir, c'était 21h30. Demain, c'est 20h. Et donc, on aborde la partie 4 demain. Et cette partie 4 n'est rien d'autre que la vie sans superstition. La vie sans superstition. Et on va aborder les thèmes suivants. La solution, je pense que j'espère que ça ouvre ou ça engage votre motivation. La réalité est une anarchie. La réalité est une anarchie. Pour tous ceux qui ont besoin encore de donner un peu plus de sens à ce mot, j'espère qu'on va y trouver pas mal de pistes. Et puis, on va y parler d'une peur, je suppose, bien partagée, qui est la peur de la liberté. Et enfin, on va évoquer de voir un monde différent, voir un monde différent. Donc j'espère que tout ça va vous parler. Alors, pour terminer cette émission, puisque je vois que certains connaissent Solaris, merci à Solaris, rejoignez-nous, nous dit Dark Soul, Dark Force. Ben, je vais vous lire l'esprit de Solaris. C'est bien peu, mais en même temps c'est beaucoup. Puis je vous invite à aller écouter, vous allez en trouver sur toutes sortes de chaînes, dont la nôtre. Je vous rappelle que Frédéric Vidal, qui est l'inspirateur quelque part de cet esprit Solaris, eh bien, est passé dans une émission L'Info en question que j'ai relayée sur notre chaîne. Vous allez la trouver en cherchant un peu, hein, Frédéric Vidal, sur notre chaîne sur les pas de Pierre Elena. Donc, il est passé dans L'Info en question. Il est également passé plus récemment avec Cécile Maïchak. Je pense qu'on trouve sa vidéo sur le site, je suis en train de chercher le nom, mais ça va me revenir. Et le temps que ça me revienne, je vous lis l'Esprit Solaris. Ce qu'est l'Esprit Solaris? L'Esprit Solaris tisse l'entraide et la solidarité entre tous, sans transaction commerciale, sans notion de troc ou d'une quelconque convention d'échange direct. Ce que vous donnez à quelqu'un, vous le recevrez d'ailleurs. L'Esprit Solaris vibre au cœur de tous ceux qui ont la volonté de se relier entre eux, plus fort que jamais, sans hiérarchie, sans structure de pouvoir, dans la complémentarité de leur diversité. L'Esprit Solaris, c'est la force du rassemblement des compétences et des ressources de tous au service d'un seul, celui-là se mettant au service de tous. L'Esprit Solaris, c'est laisser les égaux au vestiaire pour s'unir dans un but commun supérieur, celui d'organiser avec rapidité et efficacité la résilience dans un contexte s'aggravant sur les plans social, politique, économique, sanitaire, climatique et géophysique. L'Esprit Solaris, c'est le devoir plus haut que tout de transmission et d'apprentissage des savoirs avec pragmatisme et efficacité, l'horizon proche étant celle de l'autonomie locale en tous ses aspects. L'Esprit Solaris, c'est le regard vigilant et bienveillant que chacun désormais doit porter autour de lui, ce afin de repérer les êtres en détresse ou sur une pente délicate et de pouvoir leur apporter l'aide dans l'urgence, mais aussi à terme les moyens de leur autonomie en toutes choses au sein d'une humanité solidaire. L'Esprit Solaris, c'est souffler un vent qui chasse la peur, l'isolement, le désespoir et la détresse partout là où ils se trouvent. L'Esprit Solaris, c'est ancrer les bases concrètes d'une société fondée sur une nouvelle culture à laquelle tant aspire depuis longtemps et qui est devenue une urgence vitale. Ces fondations sont la reliance et la bienveillance, là où il y avait la division et le conflit, la souveraineté, là où il y avait le sentiment d'impuissance et de perte d'identité. L'Esprit Solaris, c'est relever la tête et sortir des bois et des cavernes de l'illusion et de la résignation. C'est marcher droit, ensemble, le regard clair, la main ferme, le souffle calme, tourné vers un présent constructif et positif. L'Esprit Solaris, c'est incarner la conscience que la souveraineté pour tous commence en chacun et que l'amour du vivant est la clé de toute chose. Alors, je fais une petite parenthèse pour terminer, puisque si ceci vous parle, eh bien, il vous suffit tout simplement de rejoindre le réseau. Et si vous ne trouvez pas une cellule, comme on les appelle, ces rassemblements de personnes locales qui vous conviennent, créez-en une. Et merci pour tes informations. Donc, le 26 août, notre équipe Solaris partagera des graines fertiles. Et ben voilà, une petite idée de ce que peut être
Solaris. Et puis, il se trouve que je partage cette idée, mais ça n'a pas grande importance. Vaut mieux l'anarchie que la 6e République. En tout cas, on verra en quoi ce texte que j'ai souhaité vous lire, puisque vous m'avez tendu la perche, dialogue de plus ou moins près, de plus ou moins loin, avec la vie sans superstition dont va nous parler l'auteur du livre que nous sommes en train de lire, l'Archon Rose. Alors, je regarde si je peux vous mettre en lien dans le chat, le temps de faire une petite recherche. Eh bien, une des vidéos pour ceux qui voudraient prendre davantage connaissance de Solaris. Je vais chercher la référence Frédéric Vidal sur notre chaîne et je pense que je devrais pouvoir vous donner un certain nombre de liens. Alors, en voici un premier que vous allez trouver sur notre chaîne, donc je suppose, je l'espère, très facilement pour vous. Donc, premier lien, je vous invite à consulter, où nous parlons de Solaris abondamment. Deuxième lien que vous allez pouvoir trouver, comme ça, je l'espère vous faire gagner un peu de temps, même si le petit effort individuel n'est pas toujours à supprimer, puisque c'est l'engagement qui fait qu'on va apprendre grâce à cet engagement davantage. Et puis, troisième lien, alors j'ai retrouvé l'info en question, ça date du 24 mars 2022, vous voyez, le temps passe. Et voici un autre lien pour ceux qui veulent en savoir plus sur Solaris. Là, c'est quand même une très, très bonne émission. Je vais enlever le quand même, c'est une très bonne émission. Et puis, donc, il y avait un teaser, ça, je vous en passe les détails. Je crois qu'on a fait le tour. Et puis, il faudrait quand même que je vous donne le lien, évidemment, du Solarton. Alors, dès que je vais l'avoir trouvé, je vais également vous le partager pour terminer cette déjà très riche émission. En tout cas, telle est la façon dont je la perçois. Alors, je vais chercher le terme sur notre chaîne YouTube de Solarton. Comme ça, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez prendre connaissance de tous ceux qui font, enfin tous ceux, c'est exagéré, de quelques membres de Solaris, au nombre de 60 pour des raisons de principe de réalité, mais il y en a évidemment bien plus que ça, des centaines, voire des milliers. Alors, donc voici le fameux Solarton que nous avons produit sur cette chaîne, et Léna et moi n'en sommes pas peu fiers. Alors, je vous rappelle que pour rejoindre Solaris, il y a une toute petite facilité technique pour ceux qui veulent le faire, bien qu'il y ait des alternatives. C'est tout simplement d'aller chercher Solaris France sur un groupe Telegram, et après tout s'enchaîne. On va vous décliner Solaris département par département, et dans chaque département, on va vous décliner Solaris quasiment commune par commune. Donc, une fois qu'on a compris tous ces principes, tout va bien. En tout cas, je reviens à notre livre. Donc, dès demain, nous passons à la suite pour envisager la vie sans superstition, la solution, la réalité est une anarchie, la peur de la liberté, et puis voir un monde différent. Les amis, passez une excellente soirée. Merci de vous être joints à cette émission pour ce soir. Je pense qu'ensemble, on va toujours plus loin. Et donc, n'hésitez pas à appliquer les 3e et 4e paragraphes de la lecture à haute voix, c'est-à-dire raconter ce que vous venez d'entendre à quelqu'un ou à plusieurs personnes, et puis discuter ce que vous aurez évoqué avec cette personne, de façon à faire évoluer le monde des idées. C'en est fini pour cette émission. J'espère vous revoir nombreux demain soir à 20h. À tout bientôt, les amis. Qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.